Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gilles Monin. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle session, la troisième session, le troisième webinaire de Via Dialogue, où nous allons parler de la norme ISO 22301 ce que ça apporte dans la gestion de la relation client et notamment ce que ça nous apporte, nous, Via Dialogue, depuis qu'on a mis en place cette norme. Je serai accompagné par Claire Simon. Claire Simon est responsable du plan de continuité d'activité chez nous. Claire est garante de la norme ISO 22301 qui permet d'assurer la poursuite de nos activités en cas d'anomalie. C'est Claire qui va être au cœur du processus et elle va nous en parler. Et Claire assure les fonctions de coordination et chefferie de projet, notamment sur nos gammes de reconnaissance vocale, notre produit Via Speech depuis 20 ans. Donc, une très forte expérience de la gestion des projets, des processus et de la coordination. Il en faut pour gérer le plan de continuité d'activité. Et la norme est un appui solide pour suivre les grandes évolutions en toute sérénité. En effet, je vais vous en parler. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Gilles Monin. Je suis dans le secteur de la relation client depuis 92 et j'ai occupé différents postes de direction commerciale, marketing chez différents confrères, acteurs, Vocalcom, Coeris. Donc voilà, j'ai une expérience assez forte dans la partie CRM, SIM, qu'on va vous présenter, BI et data mining. Allez, je vais commencer par rapidement vous présenter notre société. Via Dialogue est une société qui a été créée en 2004. Hein, on a 18 années d'expérience. On se positionne comme un acteur de référence dans l'industrie du SIM, donc Customer Interaction Management, CTI. Hein, on propose aux entreprises des solutions qui vont permettre de gérer cette interaction client, des services clients, des supports, des services commerciaux, mais également du sortant avec du télémarketing et du recouvrement. Et on a un positionnement qui est un peu différent de certains des acteurs de notre marché. On est à la fois opérateur télécom, on est éditeur de logiciels, donc on propose des solutions ViaFlow qui sont des solutions d'interaction et de gestion de la relation client, omnicanal natif, et puis Via Speech, qui sont des solutions d'accueil en langage naturel. Et dernier point, on héberge nos solutions. En fait, on exploite nos solutions dans une infrastructure dont on va parler, puisque c'est un des points importants de la norme ISO, d'avoir une infrastructure solide et fiable. Via Dialogue, c'est plus de 1000 références, c'est 10 000 agents connectés chaque jour, plus de 10 millions d'interactions traitées chaque mois. Et nous avons réalisé l'année dernière 6,5 millions de chiffres d'affaires avec nos 75 collaborateurs. Et pour revenir sur la norme ISO, eh bien notre QoS total était en 2021 de 99,985. Ça aussi, on va en parler, qui sont le KPI que l'on regarde le plus pour apporter les services que l'on doit apporter à nos clients. On va faire un petit préambule. On est passé du monde on-premise au monde SaaS et le monde SaaS a apporté bien sûr beaucoup de souplesse, mais apporté peut-être beaucoup plus de difficultés à atteindre une stabilité. On le voit, hein, dernièrement, des grands noms ont eu quelques difficultés pour maintenir de façon opérationnelle leur service. Donc, c'est évident que la richesse fonctionnelle est un point important, la qualité de la relation commerciale est aussi fondamentale, mais avant tout, il faut mettre en place une solution fiable et proposer aux clients une très haute disponibilité. Aujourd'hui, le critère numéro un, l'attente numéro un est la qualité de service. C'est l'enjeu principal de nos clients et la confiance se situe d'abord au niveau de services proposés. Il faut savoir que 1% d'indisponibilité sur une année dans un centre de contact, on va prendre l'exemple là d'un centre de contact ouvert pendant 10 heures, 6 jours par semaine, et en fin de compte, on va se retrouver, s'il y a un impact d'1%, on va se retrouver avec une indisponibilité de 31 heures, donc sans téléphone, sans mail, sans chat, sans omnicanalité.
Donc ça représente quand même 3 jours entiers de chômage technique pour les équipes. Donc il faut absolument réduire, ces points. On va le voir avec Claire, c'est un ensemble, mais c'est aussi beaucoup de détails puisqu'en fin de compte, on évolue dans un monde de technologie, assez complexe, hein, entre la partie télécom, l'informatique, l'internet, tous ces points-là, eh bien, ont encore, quelques failles et donc il faut les consolider. C'est quelquefois, un petit service qui tombe et qui peut, avoir des conséquences importantes. Donc là, on est sur les dommages qui sont les dommages purement infrastructure, purement techniques, mais on peut avoir aussi d'autres impacts qui peuvent être le feu, les inondations ou un des points qui arrive, l'erreur humaine. Puis en ce moment, on va être encore beaucoup plus attentive aux intrusions hostiles qui vont pouvoir mettre en péril l'infrastructure et donc rendre les plateformes indisponibles aux usagers. Donc il faut une plateforme fiable, opérationnelle, mais pas que. Il faut avoir des processus, des process, une rigueur, des contrôles, des moyens de réagir rapidement aussi face à des impondérables. Et donc c'est tout ça que l'on va vous proposer d'explorer ensemble. Donc tout en ayant toujours le regard sur le changement parce que notre métier demande énormément d'innovation. Introduire des nouveaux médias comme WhatsApp, par exemple, eh bien, font partie aussi des points de vigilance lorsque l'on souhaite intégrer ces nouveaux médias dans l'infrastructure qui est déjà existante pour rendre des services qui sont des services complémentaires aux clients de nos clients. Donc voilà, c'est le petit préambule qu'on voulait faire pour démarrer ce webinaire. On n'est pas passé en mode PCA, en certification par hasard. Ça a été une conséquence où à un moment donné, il a fallu se poser sur des constats. Et l'origine, en fait, elle date de 2015. En 2015, nous étions déjà prestataires. Hein, comme je vous disais, depuis 2004, on est sur un positionnement de prestataire en mode SaaS, hein, on a toujours été dans cette configuration. Et en 2015 se passe un incident critique, une intervention de maintenance sur nos plateformes et par un prestataire expérimenté. Et en fait, une panne électrique va avoir des conséquences très importantes puisque cette panne électrique va durer plus de 10 heures. Donc, la redondance, toutes les choses que nous avions mis en place n'étaient visiblement pas suffisantes. Et donc, nous avons pris la décision en 2015 de rentrer dans une refonte complète de notre back-end, donc de toute notre infrastructure, repenser complètement notre architecture et bien sûr, rentrer dans un processus de certification. Et cette certification que nous avons choisie, c'est la 22301. En fait, on est passé du PRA vers le PCA, mais une fois qu'on a dit PCA, eh bien, il faut aussi multiplier les règles, multiplier les processus, multiplier les composants pour que ce soit un réel PCA. Hein, on est sur une infrastructure active, active, active. Nous avions une architecture qui n'était pas suffisamment éprouvée. Donc, c'est aussi l'approche que l'on a. Et puis ensuite, des applicatifs qui n'étaient pas forcément adaptés au multisite. Et c'est souvent le cas aujourd'hui sur les acteurs du marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas en multi-tenant souvent, on n'est pas en microservices, et donc ce type d'applicatif va permettre d'apporter beaucoup plus de souplesse et surtout beaucoup plus de fiabilité. Donc voilà, cette décision, et depuis 2015, eh bien, nous passons les audits avec succès sur cette certification. En transition, je vais passer la parole à Claire qui va vous expliquer un peu plus en détail la norme ISO 22301, ce qu'elle est, c'est quoi sa définition. En tout cas, du côté commerce, c'est une norme qui nous apporte les bénéfices d'une confiance plus forte de nos clients,
d'un avantage compétitif, hein. On le met en avant à partir du moment où on a des QoS qui sont importantes. Ça nous protège de notre réputation, donc ça donne une bonne image de la marque de Via Dialogue. Et donc, ça nous permet de rassurer nos clients, mais pas que. Et Claire va nous donner les composantes un peu plus techniques. Merci Gilles. Oui, il existe beaucoup d'autres normes que la ISO 22301. On a choisi celle-là donc vraiment pour ce que disait Gilles, rétablir la confiance et la norme le permet donc parce qu'elle va vraiment, son objectif, c'est la réduction, de l'intensité et de la durée de la perte d'exploitation. On va vraiment analyser nos risques régulièrement et en prévoyant les réponses aux crises possibles. On anticipe beaucoup. Grâce à cette anticipation, on fait des tests, notamment sur nos architectures, sur nos logiciels. Nous maintenons les conditions opérationnelles et les activités vitales de l'organisme. Et si quand même, parce que ça nous arrive de subir des coupures, on arrive à rétablir les services très rapidement. Les bénéfices et les objectifs de la norme, c'est tous ces points-là, et cela nous permet donc de protéger les personnes physiques, de respecter les parties intéressées, les clients, les partenaires, et d'être en conformité avec nos engagements, qu'ils soient légaux, réglementaires ou contractuels. On va maintenant zoomer plus sur la norme ISO. On va le faire par étapes. On va commencer donc par la mise en place de cette norme. Donc, c'est quand même long à mettre en place, hein, une norme. On s'est fait accompagner par une société qui nous a permis donc d'installer donc d'abord la gestion documentaire. C'est 37 documents qui décrit tout notre fonctionnement, notre périmètre, les engagements, c'est-à-dire jusqu'où on veut aller, quels moyens on se donne, nos processus, comment est-ce qu'on découpe l'entreprise, comment est-ce qu'on est organisé, nos risques, ceux que l'on accepte, parce qu'on sait par exemple qu'on a une seule personne qui a telle compétence et qu'on va avoir du mal à la doubler parce que c'est quelque chose de très spécifique. Voilà, il y a des risques qu'on peut accepter et d'autres qu'on doit corriger. Nos plans, nos plans d'action, nos plans de reprise de métier, nos plans de reprise utilisateur. Donc, on a beaucoup de plans, c'est-à-dire les plans, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ce problème arrive ou cette situation arrive. Et bien sûr, nos indicateurs. Les indicateurs, on va vous les présenter à la fin. Ce sont ce qu'on appelle notre tableau de bord. Qu'est-ce qu'on suit régulièrement? Pour voir si on va dans le bon sens, si les choses s'améliorent, si on est aussi conforme, c'est-à-dire si on surveille bien tous les points qu'il faut surveiller. Donc une fois qu'on a posé cette gestion documentaire, on l'a fait donc en découpant la société en 4 processus. 4 processus. Nos processus chez Via Dialogue, c'est les infrastructures, logiciels, réseaux télécoms et les fonctions transverses. Dans les fonctions transverses, on va retrouver le support, la partie commerciale, la partie marketing. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui est transverse à notre cœur de métier. Et pour chacun de ces processus, on a fait un bilan d'impact. Juste pour vous décrire un petit peu ce que c'est un bilan d'impact, on rentre sur les impacts opérationnels. Par exemple, une évolution logicielle, une installation de matériel. Et on va aussi étudier quelle application on utilise, les nôtres, mais aussi celles dont on est dépendant. On utilise Salesforce sur la partie commerciale. On regarde vraiment tout ce qu'on utilise et pour chacun, on regarde les RTO, les MAO, la fréquence de sauvegarde, la gestion du backup et les exigences de reprise, c'est-à-dire si on perd cette application, si on a un impact sur ces choses, quels sont les impacts de reprise? Qu'est-ce qu'on doit vérifier à la reprise? Vérifier que l'applicatif est reparti, vérifier que dans le monitoring, il n'y a plus d'alerte, vérifier qu'on arrive bien à se connecter à toutes nos applications. Donc voilà, c'est très détaillé ces bilans d'impact, mais c'est nécessaire pour se poser les bonnes questions et ensuite construire vraiment tous les pare-feux pour être le plus près possible de la réalité, le plus près en cas d'impact. On a aussi donc en plus fait des tests et des exercices qu'on fait tous les ans. On en avait 3 en 2017, on en a 6 aujourd'hui, donc on en ajoute régulièrement. Ce sont des tests que l'on fait en conditions réelles. Donc le plan de reprise utilisateur a été très éprouvé avec le Covid. On l'a mis en place très vite et de toute façon, on l'avait déjà mis en place, donc on était prêt. Mais ça donne vraiment l'exemple de son utilité. La test de cellule de crise, donc voilà, on l'a fait évoluer la cellule de crise l'année dernière. On voit qu'elle fonctionne beaucoup mieux. Je vais vous en parler après, mais donc tous les ans,
On se refait un bilan sur la cellule de crise pour qu'elle soit vraiment le plus opérationnel possible, qu'on se pose à chaque fois, tiens, qu'est-ce qui a bien marché, pas bien marché, comment faire pour améliorer cette cellule. Et on a aussi 4 tests techniques où là, on va rentrer sur, on coupe une fibre, on perd un site, on perd un microservice et voilà, il faut s'assurer que tout fonctionne. C'est des conditions de test, hein, même si on essaye de se mettre dans des conditions réelles. On a vu notamment, il y a quelques mois qu'on est bon si on perd, complètement la fibre, mais si on a des micro-coupures et ben, ça engendrait des choses qu'on n'avait pas dans nos tests. Les tests nous robustifient, même si voilà, on rencontre toujours des nouveaux problèmes d'année en année, mais à chaque fois, on rajoute un test pour demain être meilleur. Le quatrième point de cette mise en place, c'est la sensibilisation. On sensibilise donc en externe, via le site web, via LinkedIn, les salons, les réponses à appel d'offres, mais aussi en interne, et j'allais dire surtout en interne, parce qu'il faut que tout le monde connaisse la norme. On va faire nos comptes rendus trimestriels vers les salariés, mais c'est pas forcément suffisant parce que pour eux, c'est juste lire quelques slides. Donc, on essaye de faire des choses plus interactives, des ateliers de sensibilisation. Ça va permettre aux derniers arrivés de mieux comprendre, de poser leurs questions et aussi des quiz parce qu'il y a tout un vocabulaire autour de la norme et les quiz permettent de savoir vraiment si les gens connaissent le vocabulaire de la norme. Voilà un petit peu pour cette mise en place. Elle a été longue, hein. On a notre première certification en 2017, donc on a mis un peu plus d'1 an pour mettre tout ce processus en place. Claire, en charge de travail, c'est une année de travail, véritablement la première année où on a mis la norme en place. Pour une bonne mise en place, oui, il faut prendre le temps de se poser des questions, d'y réfléchir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on découpe nos processus. Donc voilà, il y a des allers-retours avec la société qui nous a accompagnés. Voilà, c'est pas en 2 mois qu'on met en place la norme, non. Moi, je pense 1 an, c'est un temps, on va dire, tout à fait normal et nécessaire pour se poser les bonnes questions. OK. Bon, on va passer alors à notre quotidien. Sur une année, comment ça se passe? Comment on entretient cette norme une fois qu'on l'a mise en place? La norme, il faut la faire vivre. Donc on a, des rendez-vous qui sont fixés, par la norme. C'est d'abord le comité de continuité d'activité. Donc tous les 3 mois, on se réunit, donc tous les responsables de processus, le RPCA, le PDG est invité, mais n'a pas d'obligation, enfin la direction même, et on revoit nos actions. Donc il faut savoir que sur nos actions, on a un fichier de suivi des actions, c'est assez détaillé. On va avoir les dates prévues, le pourcentage d'avancement, les priorités, des commentaires. On a aussi une référence vers Jira. On fonctionne vers Jira et donc on fait le lien entre cette action qui est dans la norme et on va dire la réalité, c'est-à-dire le backlog de chaque employé de chez Via Dialogue. Donc un Jira est associé à une action et on vérifie l'efficacité de l'action. Ensuite, donc, une fois qu'on a revu toutes ces actions en cours, on va en ajouter parfois des nouvelles et ensuite on fait le revue de notre tableau de bord, donc nos indicateurs sur les 3 derniers mois, les incidents qu'on a eus et pour finir, le planning, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir et quels sont nos axes d'amélioration continue qu'on peut mettre en œuvre dans les 3 prochains mois. Donc ça, à chaque fin de ce COCA, on va sensibiliser en interne. On envoie le compte rendu avec le tableau de bord et les nouveaux indicateurs à tous les employés. Et donc ça, c'est tous les trimestres. Ce qu'on fait dans le long de l'année, c'est les tests et les exercices sur les pôles techniques. Et ce qu'on fait donc plus une fois par an, c'est la revue de la documentation. On revoit vraiment donc déjà les résultats de l'audit, même si dès qu'on a eu l'audit, on va directement les décliner en actions qui sont dans notre plan d'action qu'on suit tous les ans. Mais on vérifie quand même, donc on a bien fait les actions suivant les remarques de l'audit. On revoit ce qu'on appelle plus les risques acceptés, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des nouveaux risques? Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on les traite en fonction des différentes évolutions des BIA? Donc, est-ce que le bilan d'impact d'activité ont évolué? Comment? Est-ce qu'on a des nouveaux risques? On va faire un état d'avancement donc des actions correctives. Est-ce qu'on a bien corrigé tout ce qu'on avait prévu? On regarde les résultats donc des tests qu'on a mis tout au long de l'année. Est-ce que les tests sont réussis, partiellement réussis, en échec? Pourquoi? Est-ce qu'il faut les refaire? Est-ce qu'on a pris des actions à chaque fois si c'est partiellement réussi, il y a une action qui doit en découler. Et en même temps, donc, on va tirer les leçons des incidents. Donc, on a un fichier d'incidents, on décrit le problème qu'on a rencontré et après, on a une colonne qui décrit l'action et le Jira associé, c'est-à-dire comment faire pour que ça n'arrive plus et si ça arrive quand même, comment faire pour que ça soit moins gênant, c'est-à-dire repartir au plus vite. Enfin voilà, on a toujours deux
de façon de penser, ne pas le reproduire, mais si ça arrive quand même, être prêt. Pour finir, donc tous les ans, on a les audits et la revue de direction. Globalement, on s'organise, nous, pour faire la redite interne. Alors l'audit interne, il faut savoir qu'on pourrait le faire en interne si on passait l'habilitation, mais on choisit de le faire, nous, par une société extérieure qui a un regard d'auditeur sur notre façon de procéder. Donc on fait notre audit interne avec une société externe qui nous donne des conseils, qui nous propose des améliorations. On passe ensuite la revue de direction. Ça nous permet justement de valider ces nouvelles propositions. Et ensuite, l'audit externe que l'on passe tous les ans entre mars et juin. Voilà, je vous ai décrit vraiment en détail toutes les actions. On voit bien qu'on est sur un cycle de vie. On a un système de management où on a une amélioration du système. On veut changer quelque chose, on l'améliore. On étudie tout, les risques, l'évolution des BIA, quels sont les impacts sur notre structure de la norme, quels sont les impacts sur notre organisation interne. On ajoute donc des mesures de contrôle, comment est-ce qu'on va contrôler ces améliorations. On forme, on sensibilise, si on change des choses, il faut que tout le monde soit au courant sur des nouvelles façons de s'organiser et on les fait de toute façon valider, soit en COCA, soit en comité de direction par la direction qui est pleinement appliquée par la norme. C'est une des conditions, il faut vraiment une application de la direction sur la norme. Donc ensuite, on va passer plus donc à notre stratégie. Ce slide, il est un peu théorique, mais il est nécessaire. C'est la stratégie qu'on a définie, comment dire, lors de notre norme, quand on a écrit notre norme. On a un incident qu'on juge majeur. Donc souvent, les majeurs, il nous faut du temps pour savoir s'il est majeur ou critique. C'est-à-dire, un incident mineur ne rentre même pas là-dedans. Si on a un incident majeur, on regarde, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir une cellule de crise? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en incident critique? Quels sont les impacts? Régulièrement, donc, il va y avoir un appel entre moi et la responsable support production en disant, allez, on ouvre la cellule, là, on a quand même soit trop de clients impactés, ça veut dire que, voilà, peut-être qu'au final, c'est un critique. Donc, on a une décision à prendre. Une fois que la cellule de crise est ouverte, j'ai un autre slide où je vais zoomer sur l'organisation de la cellule. Et là, je pars plus sur la reprise d'activité. C'est-à-dire que soit on a résolu le problème très vite et en fait, il n'y a pas besoin de ces plans de reprise. Mais si, voilà, si on est vraiment un gros impact, on a un plan de continuité d'activité et on a écrit différents plans de reprise, des plans de reprise métier, des plans de reprise utilisateur, des plans de reprise de continuité telco et infrastructure, donc que l'on déclenche en fonction des conditions. Donc, par exemple, une des premières conditions, c'est est-ce que le personnel est touché ou est-ce qu'on est sur un impact seulement réseau, SI, infrastructure. Dans la plupart des cas, quand même, on est dans la deuxième condition. Donc, on peut quand même avoir des impacts sur le personnel. Le Covid en était une. On a dû faire donc le repli utilisateur. On peut en avoir d'autres qui peuvent impliquer une reprise métier. Et donc, dans ces cas-là, la reprise métier, on va avoir des exigences pour chaque processus. C'est vraiment comment est-ce qu'il vérifie que tout est bien reparti. Par exemple, sur le logiciel, on vérifie via le monitoring Nagios que tout fonctionne bien. On vérifie qu'on a bien tout le réseau qui est OK et que les applications, les plateformes, on fait des tests de connexion sur toutes nos plateformes, vérifier que tout le monde peut accéder à toutes les plateformes, via Fio, via Contact, via Switch, que tout fonctionne. La deuxième solution, c'est la deuxième, pas solution, la deuxième hypothèse, c'est un impact seulement SI. Et là, on est sur un plan de continuité d'activité telco et infrastructure. On a donc des plans de secours d'infrastructure, logiciels et télécom qui vont donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, on perd un site, on en a deux autres pour que tout continue à fonctionner. Donc, on est backupé, on perd une fibre, on perd un opérateur télécom. Il faut derrière que tous ces cas-là soient écrits dans ces plans de secours. Bien qu'en cellule de crise, on n'ouvre pas les documents Word qui font 30 pages. Il faut être réaliste. On est sur de la gestion de cellules de crise où on va réagir plus rapidement. Et donc, c'est maintenant que je vais vous parler donc, du déroulement de cette cellule de crise où là, on est vraiment sur du concret. J'avais envie d'aborder vraiment ce point parce que la norme, parfois, est critiquée par son côté documentaire, lourd, mis en place, mais il y a aussi un côté très concret dans la norme, c'est cette cellule de crise où là, on ouvre la cellule de crise donc avec le responsable de RPCA
ou les responsables de processus. Donc globalement, ça peut très bien être le responsable telco qui ouvre la cellule de crise parce que lui, il a vu sur ses alertes que ça se passe pas bien. Il peut y avoir des ouvertures de cellules de crise par le support. On a 3 remontées clients sur des problématiques qui nous fait supposer qu'au final, on a un impact plus gros, donc on ouvre la cellule de crise. Donc voilà, la cellule de crise, elle s'ouvre comment? Chez nous, on va ouvrir, on fonctionne beaucoup sur Slack, une messagerie instantanée, et on a dédié un channel qui s'appelle cellule de crise que l'on peut ouvrir. On a quand même prévu un pont audio en backup. Si demain on n'a plus de réseau, on peut se parler sur le pont audio par téléphone. Donc là, on est à l'ouverture de la cellule de crise, on ouvre ce channel Slack et ensuite on se pose quelques questions rapides. Identification de l'origine, naturelle, humaine, technique. Chez nous, c'est essentiellement technique. Validation de l'incident critique. Est-ce qu'on a eu raison d'ouvrir cette cellule? Souvent, on n'a même pas besoin de se poser la question. Quand on explique le problème, on sait pourquoi on est là. Et donc, on est en incident critique et donc, c'est pour ça qu'on est dans cette cellule. Les participants, donc les participants de base, ce sont tous les responsables de processus, le RPCA adjoint. Si le PDG le souhaite, il peut venir. Pareil, il a accès à cette cellule. Si d'autres participants souhaitent, c'est ce qu'on appelle un canal public chez nous, donc ils peuvent se connecter. Tout le monde ne le fait pas parce que c'est chronophage de venir aux cellules et il y en a d'autres qui sont aussi focus sur leur activité. Et ce qu'on va faire par contre, c'est que si la cellule voit son besoin d'une autre personne, elle les invite. Elle dit OK, viens nous rejoindre dans la cellule de crise, on pense qu'on a besoin de tes compétences. Donc voilà pour l'ouverture, les premières qualifs. Et ensuite, on est dans le traitement de l'incident. Je coupe, mais il y a aussi tous les processus de communication envers nos clients qu'on va déclencher pendant cette période de crise. Tout à fait. C'est dans mon point de traitement l'incident. L'une des premières choses à faire quand on traite l'incident, c'est on communique vers le client. On est en cours d'incident, on sait qu'il y a un problème et on fait le maximum pour le résoudre. C'est une fois qu'on a validé les points là précédents qu'on commence cette communication. On liste derrière nous nos actions prioritaires. OK, on a vu que c'est un problème logiciel, donc on va vérifier dans le MongoDB, voilà, on cherche quel est le point qui pose problème. Est-ce que c'est un microservice? Est-ce que c'est un problème de charge? Est-ce que c'est un problème de site? Est-ce qu'on a un problème sur un site, une lame défaillante sur un de nos sites hébergeurs? Donc il y a vraiment une liste des actions prioritaires à chercher. Et il y a un rapporteur, donc c'est souvent moi-même ou le responsable adjoint. Et là, le rapporteur, il va écrire tout ce qui se dit à la volée. On est sur de l'instantané. Ça permet donc aux gens qui arrivent en cours, parce qu'il y a des gens qui peuvent être en réunion pendant qu'on ouvre la cellule, vis-à-vis des clients, en déplacement, qui vont donc arriver en cours de cellule. Et on va pas réexpliquer à tout le monde la cellule. Il faut être très opérationnel. Donc, avec le fait d'écrire tout ce qui s'y passe, la personne, elle peut lire rapidement le problème constaté, les actions déjà qui ont été faites. Tiens, on a checké tel endroit, on a vérifié ça marche, ça marche pas. La piste, elle est… Donc, une personne qui arrive en cours de cellule ne repose pas de questions, peut directement lire toutes les actions. Ça nous permet aussi, nous, de pouvoir faire, une fois la cellule terminée, une rétrospective avec toutes les notes qu'on a prises, toutes les pistes étudiées. Quand on a trouvé le problème, on va pouvoir émettre le fin d'incident. Le fin d'incident, il y a des conditions. Le fin d'incident, c'est 100% de reprise de la production. Il faut que la production soit repartie et il faut des actions, que toutes les actions prioritaires qu'on avait listées plus haut soient terminées. On va ensuite avoir une liste d'actions non prioritaires à suivre après la cellule. On va faire des communications. Donc, dès qu'on a donné la fin de l'incident, on communique aussi par nos clients. Fin de l'incident, déjà l'horaire, si on peut la cause, mais parfois on refait une communication le lendemain plus détaillée sur la cause, parce que même si on a tout rétabli, on a besoin parfois d'investiguer après cette cellule de crise sur le pourquoi, le comment. Donc la communication vraiment de la cause de l'incident, elle vient parfois en décalé. Une fois qu'on a fermé donc l'incident, fermé la cellule de crise, on a quand même des actions post-incident qui sont plus là dans la norme. Est-ce qu'on a été efficace en cellule de crise? Est-ce qu'on va ajouter des actions dans nos tableaux de bord? Donc notamment, cet incident, elle va être listée dans la liste des incidents. On va décrire donc comment ne plus l'avoir, comment, si on l'a quand même, être réactif. On va faire des GIRA. Tout ça rentre dans le tableau de bord de la norme de suivi des actions. Et tant que l'action n'est pas terminée à 100%, on la suivra tous les 3 mois.
Et l'incident donc est tracé dans notre tableau de bord, combien de temps d'indisponibilité sur cet incident. Et c'est ce qui va rentrer dans le calcul de la QoS ensuite. Pour poursuivre, on va s'attarder donc juste sur nos outils, comment suivre notre performance. On a ce qu'on appelle un tableau de bord assez fourni où on suit un certain nombre de choses. Donc, il y a des choses où on suit juste qu'on les a bien fait. On a fait l'évaluation des risques tous les ans. On revoit nos risques acceptés. On revoit si on n'en a pas d'autres. On revoit annuellement aussi nos bilans d'impact, parce qu'on a des nouveautés cette année qui fait que nos bilans d'impact ont changé. On fait des évolutions, on revoit les évolutions sur les RTO, les RPO, est-ce qu'ils ont changé, pourquoi. On vérifie qu'on a bien fait nos COCA, nos revues de direction. On peut avoir fait des exceptions. Par exemple, un test qu'on avait prévu de faire à telle date, on l'a reporté 2 mois plus tard, donc on a levé une exception et on le trace dans la norme. On vérifie aussi nos sensibilisations. En interne, on veut plus de 90% de gens qui vraiment nous disent qu'ils ont lu la sensibilisation, qui cochent. Et en externe, tous les 3 mois, on souhaite avoir 3 types de sensibilisation externe, que ce soit mail, LinkedIn, les salons, essayer de varier dans la typologie de la sensibilisation. Et on vérifie nos constats d'audit. On a donc l'audit, c'est très normé. On va avoir soit des non-conformités majeures, mineures, des points sensibles, des pistes de progrès. Et donc, on vérifie que tous ces points-là sont suivis et traités. Sur le côté qualitatif, on va rentrer sur le nombre d'incidents par mois. Combien d'incidents on a chaque mois? Est-ce qu'il est mineur, majeur, critique? Est-ce que donc pour chaque incident, on a une durée? Et cette durée, on va la rentrer dans nos tableaux de suivi et la rentrer en fonction est-ce que c'est du périmètre Via Dialogue? Est-ce que c'est du périmètre de nos partenaires? Il faut savoir que ça nous est arrivé, changer de partenaire parce qu'il y a trop d'incidents qui viennent de chez eux. Donc, ce cas-là, nous, il faut qu'on se remette en cause le choix de ce partenaire et aller en chercher d'autres. Ensuite, on va les qualifier donc toujours de mineurs, majeurs et critiques et on va séparer la dégradation de l'interruption. On voit donc en dessous là donc les différentes courbes, ce sont justement notre QoS donc par mois. Si c'est majeur responsabilité via dialogue, majeur responsabilité via dialogue et partenaire. Si c'est critique, responsabilité via dialogue, donc c'est en violet, et en vert, responsabilité via dialogue et partenaire. Voilà un petit peu sur tous nos indicateurs qui nous montrent aujourd'hui ce que l'on suit régulièrement et qui nous permet de s'assurer de la conformité autour de la norme. Merci Claire, merci pour cette présentation. On va bientôt terminer ce webinaire pour lancer les questions et pour avoir un petit peu pour vous faire agir si vous le souhaitez ou qu'on puisse tout simplement répondre à vos questions. C'est vrai que de mon point de vue, la norme a apporté une cohésion au sein de Via Dialogue. C'est le fait que tout le monde soit impliqué, tout le monde est acteur de cette norme, de cette certification. Et donc, il y a une application qui est quand même très forte de la part de nos collaborateurs, un engagement très, très fort. Et je pense que c'est ça aussi, le côté groupe, team, a été important et a été un des points, on va dire, de fondation et de cohésion au sein de nos équipes. Quand il y a un audit, tout le monde est prêt, tout le monde participe. C'est pareil pour les quiz et toutes ces choses-là. Il y a une très bonne réactivité. Puis quand on est dans une situation de crise, eh bien tout le monde est présent et tout le monde est impliqué pour rendre à nouveau disponibles nos services à nos clients. Donc ça, je trouve que c'est un des points importants que nous a apporté la norme. Est-ce que nous avons des questions? En tout cas, j'espère, je vous remercie de votre écoute et du temps que vous nous avez accordé. Alors, les questions, quelles ont été les dernières remarques lors du dernier audit? Bon, c'est vrai qu'on a un audit tous les ans. Oui. Ce qu'on pourrait se dire, c'est difficile d'améliorer la situation et d'optimiser. Et pourtant, il y a toujours des choses à faire. Quels ont été les points et quels sont les axes peut-être sur lesquels on travaille? Alors déjà, on a 0 non-conformité majeure et 0 non-conformité mineure.
Voilà, c'est depuis le début, c'est comme ça. On travaille vraiment voilà, c'est des points importants. On a parfois des points sensibles. Sur le dernier audit, on n'a pas eu de points sensibles, on a eu 4 pistes de progrès. Ça veut dire que pour eux, c'est voilà, ils nous conseillent, les auditeurs, sur comment s'améliorer. Ils nous ont proposé, de faire des BIA, donc des bilans d'impact au niveau projet. On en a discuté entre nous, aujourd'hui, nous, on a une plateforme cloud multi-projet, multi-client. Donc, ce BIA projet n'aurait de sens que sur une plateforme dédiée, sur quelque chose vraiment de spécifique. On va pas faire un BIA projet sur une plateforme mutualisée. Pour nous, ça n'a pas de sens par rapport à nos produits et notre activité. Donc, si demain, voilà, on fait des plateformes dédiées, eh ben, on se posera la question de faire ces bilans d'impact. Ça, c'était le premier point. On en a 4. Le deuxième, c'était de faire, donc, comme notre cellule de crise a évolué en 2021, de faire ce bilan annuel, donc on a prévu de faire, donc ça, il n'y a pas de souci. Le quatrième point, c'était au niveau du monitoring. Aujourd'hui, donc, quand on fait une évolution, c'est le responsable logiciel qui se charge de savoir s'il y a des évolutions à faire dans le monitoring. Mais on n'a pas d'écrit, on n'a pas de document sur un process d'amélioration du monitoring de façon récurrente. Donc, il nous conseillait en disant, voilà, peut-être vous pourriez réfléchir à décrire l'amélioration du monitoring de façon récurrente. On y travaille. Et le quatrième point, c'était face à la pandémie et aux problèmes d'approvisionnement matériel, de se diversifier peut-être plus sur nos approvisionnements matériels pour ne pas subir de coupures si des problèmes viennent à arriver. Donc voilà, à chaque fois, on est très à l'écoute de notre audit interne et notre audit externe parce que ces pistes de progrès, c'est un regard sur ce qu'on fait et c'est des améliorations possibles. Ok, d'autres questions? Alors, une question de Léa Bosson sur la différence par rapport à 27001, c'est effectivement deux normes. Nous, on s'est axé plutôt sur le plan de continuité d'activité, donc sur l'approche du management et du traitement de la continuité d'activité. Donc, on a plus travaillé sur cette partie-là plutôt que sur une ISO 27001. Les exigences sont bien sûr différentes et je pense que la liste doit être très, très importante. Juste par exemple, il n'y a pas de regard sur la partie sécurité, il n'y a pas de regard. Donc, la norme, on va dire, elle a des regards vraiment continuité d'activité. L'ISO 27001, elle apporte autre chose, mais à l'inverse, elle ne regarde pas du tout cette continuité d'activité qui, nous, était le point central de notre activité. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. On a axé sur la partie opérationnelle et du service. C'est ça qui était un point important. Le management, dans cette norme, il y a le côté management qui est important. Management par le risque, ouais, on suit beaucoup nos risques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est proche de la clôture de ce webinaire. Est-ce que vous aviez d'autres questions à nous poser sur le chat? En bas à droite, là, vous pouvez nous poser quelques questions. Non, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, on va clôturer cette session, donc le 3e webinaire. On vous dit à la prochaine session. Comme d'habitude, on vous fera part du prochain thème. En tout cas, on vous remercie. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées que l'on va afficher pour que vous puissiez nous transmettre des questions complémentaires ou d'autres informations que vous auriez souhaité échanger avec nous. En tout cas, merci pour tout. Merci pour votre temps encore une fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.